Hélène Buzetti, Michel Séauger, Alec Castonguay, bonsoir. 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 Alors, c'était une évidence. Il fallait qu'il y ait une annonce pour l'immigration, reliée à l'immigration. Ce sont les étudiants étrangers. On a annoncé donc une réduction de plus de 30 on le voit à l'écran. Ça touche essentiellement l'Ontario et ça ne touche pas le Québec. On l'a dit tout à l'heure parce que le Québec a encore une marge. On va écouter Mark Miller. On va écouter M. Poilievre après et on revient. Parce qu'il y a trait aux demandeurs d'asile qui viennent, peu importe d'où ils viennent, mais du Mexique. On a vu un flux énorme de gens qui s'en viennent du Mexique et puis qui réclament le statut d'asile, avec le résultat qui est bien en deçà des moyennes qu'on voit avec les autres demandeurs d'asile. Alors, c'est clair qu'un tour de vis s'impose. Est-ce que c'est un quart de tour, un demi-tour, 2 tours? C'est à déterminer. Il faut limiter le nombre d'étudiants étrangers parce qu'on n'a pas la capacité d'accueil et le système est en chaos total selon ce que les libéraux ont avoué. Le ministre actuel dit que le système est hors de contrôle. Ça n'a jamais été le cas avant Justin Trudeau. Alors ça, c'est pour les étudiants étrangers. Pour ce qui est des demandeurs d'asile, on reconnaît qu'il y a un problème. On a vu les chiffres tout à l'heure, 144 000 en 2023, c'est énorme, on les voit, mais il n'y a pas d'annonce là, formelle. Tour de table. Hélène. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que de la même manière que Québec veut s'attaquer au flux migratoire, mais sans trop se salir les mains et donc focus sur les réfugiés qui relèvent d'Ottawa, eh bien, Ottawa fait un peu la même chose, veut peut-être s'attaquer à la question migratoire parce que tout le monde en parle, mais encore là, en prenant peut-être la voie facile et donc s'attaque à la question des étudiants étrangers qui relèvent en bonne partie des provinces. Parce que oui, Ottawa aimait les visas, mais la raison pour laquelle ils ont explosé au cours des dernières années, c'est parce qu'il y a des demandes provenant des provinces et essentiellement des institutions d'éducation postsecondaire. Et les provinces n'ont pas fait le ménage qu'Ottawa réclamait depuis longtemps. Il y a une multiplication, en particulier en Ontario, dans une moindre mesure en Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, une multiplication de collèges ou d'institutions plus ou moins bidons, émettant des certificats et des diplômes plus ou moins sérieux. On n'a pas fait le ménage et donc on arrive avec cette méthode, mais qui implique pas beaucoup de travail de la part d'Ottawa. Mais ça va évidemment forcer les provinces, elles, à faire ce travail parce qu'elles devront attester et on peut penser que, voyant leur nombre ou leur part du total réduite, eh bien, les provinces vont privilégier les étudiants qui veulent aller des institutions comme l'Université d'Ottawa ou de Toronto qui sont reconnues plutôt que collège bidon cling-cling qu'on connaît pas trop. Oui, Michel Séauger, ça, c'est les étudiants étrangers, demandeurs d'asile. On répète que le visa pour les Mexicains est en route. Enfin, on le laisse pas mal entendre assez clairement. Voilà. Donc, on veut montrer qu'on a compris que peut-être l'augmentation sans cesse est un problème. Michel. Oui, mais en même temps, le gouvernement dit « Ah, on parle avec le Mexique, on n'a pas encore décidé. Le Mexique est un de nos grands partenaires commerciaux. » Alors, je ne pense pas que la décision finale d'imposer des visas aux Mexicains soit prise. Moi, loin de là, ça semble, dans la machine, là, causer des problèmes au gouvernement. Donc, on verra ce qui arrive avec ça. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de faire toutes sortes d'amalgames. Il y en a qui se font là, actuellement. On voit M. Poilievre l'a fait, M. Saint-Pierre-Plamondon aujourd'hui, qui fait une adéquation entre le nombre d'immigrants ou de demandeurs de statut de réfugié et le nombre de logements requis. Comme s'il n'y avait personne qui n'avait pas de famille là-dedans, il n'y avait pas de coloc. On fait une adéquation entre le nombre et le nombre de logements. Et ça, c'est correct, là, mais ça ne marche pas. Alors, il faut faire bien attention dans ce débat-là de parler toujours de la même chose. Un logement, c'est pas une seule personne. C'est pas nécessairement comme ça. Alors, quand on dit « Ah, il y a tant de demandeurs puis tant de logements disponibles », et ça ne marche pas, bien, je veux dire, la réalité, c'est qu'on n'a pas compté les ménages, on a compté juste les personnes. Mais des termes comme, M. Miller l'a utilisé aujourd'hui, il faut serrer la vis, que ce sera un tour, 2 tours, 3 tours, dit-il. Ça, on n'entendait pas ça avant. Il faut dire que les chiffres de demandeurs d'asile ont, dans les faits, explosé. Le discours, puis on en parle depuis 3 semaines, a évolué vite, Alec.
Ah oui, il a évolué parce que la pression est forte. Et la pression est forte pas seulement des autres partis politiques, en fait, puisque c'est pas de là que vient la pression principalement. Le Parti conservateur vient à peine de commencer à en parler. Le NPD n'en parle pas du tout. Il y avait le Bloc québécois, évidemment, qui en parlait, mais c'est tout. La pression, elle vient d'où? Elle vient de la base. Elle vient directement des citoyens qui font pression sur leurs députés libéraux, notamment à Toronto, pas seulement à Montréal. On pense au logement à Montréal, mais à Toronto aussi, il manque pas mal de logements. Ils s'en font entendre parler. La mairesse Olivia Chow de Toronto est en croisade contre le gouvernement Trudeau pour avoir plus de moyens financiers pour répondre à la demande en matière de logement. Donc, les députés en entendent parler, en parlent ensuite au ministre. Ils voient, comme tout le monde, que le nombre de logements n'est pas suffisant pour le nombre de nouveaux arrivants. Et donc, il y a une pression qui se crée. Et là, on ajuste le discours. Est-ce qu'on va éventuellement réimposer des visas aux Mexicains? Je pense que oui. Je pense qu'on fait bien attention pour ne pas froisser les Mexicains parce que, vous parliez de Donald Trump tout à l'heure, la dernière fois où on a dû renégocier l'ALENA, on a eu besoin des Mexicains. On les avait de notre côté. Ils ont été des alliés précieux dans le combat contre Donald Trump. On ne va pas les froisser en année électorale si on a encore besoin d'eux pour toutes sortes de dossiers. Alors, on essaie de dire aux Mexicains, écoutez, pouvez-vous nous aider, faire quelque chose parce que ça s'en vient. Diplomatiquement, on fait attention, mais je pense que c'est inévitable qu'on va y arriver dans les prochaines semaines. Très bien. Mais aussi... Oui, Hélène? Si je pouvais juste ajouter, c'est que c'est délicat politiquement pour les libéraux. Ce sont eux qui en avaient fait un enjeu électoral en 2015, malgré et envers l'avis de leurs fonctionnaires qui disaient « ne faites pas ça ». Et M. Miller a été obligé de reconnaître que le pourcentage d'acceptation des demandes d'asile provenant des Mexicains est bien en deçà de la moyenne générale. Donc, les faits démontrent que les libéraux se sont trompés et c'est toujours un petit peu gênant d'avoir à se ravaler et d'admettre qu'on a eu tort. Bon. Logement, Michel. Et ça varie tout le temps, ça oui. aussi. Allez-y, Michel. Et ça varie tout le temps. Là, c'est le Mexique. À un moment donné, ça a été des Tamouls. À un moment donné, ça a été autre chose. On ne peut pas se mettre à imposer des visas tout le temps. Alors, le visa, c'est quand même un gros bâton à manier. C'est pour ça que le gouvernement fait attention. Okay. Mais le visa, le Mexique, la raison, c'est aussi parce que c'est un canal qui est utilisé par des gens qui veulent rentrer aux États-Unis, mais qui passent maintenant par le Nord. Et c'est pour ça que ça devient aussi un enjeu difficile face aux Américains qui peuvent recommencer à dire que la frontière du Nord est une passoire, comme on l'a vu dans le passé. Et Nikki Haley l'a dit pas plus tard que jeudi soir dernier à un town hall à CNN, elle parlait du Nord. OK. Logement, parce que même si, Michel, vous disiez, vous avez fait un texte, il n'y a pas de cause à effet, il y a quand même un besoin énorme de logement, là, avec, sans, beaucoup, moins, un peu d'immigration, peu importe, il y a un besoin de logement énorme. Je vous fais entendre Valérie Plante qui est allée parler aux ministres fédéraux et Pierre Poilievre qui ne décolère pas, continue à dire qu'elle est incompétente, le maire de Québec aussi et les libéraux. On écoute. Vous le savez, moi, comme mairesse, moi, je travaille avec toutes celles et ceux qui sont prêts à réunir les forces vives. Alors, je profite de ma tribune pour pouvoir mettre de l'avant un sujet qui me préoccupe et qui m'interpelle depuis 2017. J'ai déjà dit que la crise de logement a été en partie causée par le fait que Justin Trudeau lance des milliards de dollars à travers le pays aux politiciens et bureaucrates incompétents qui bloquent le logement et qui ont contribué au doublement des prix. Alors, dans les politiciens incompétents, là, il y a les maires, on aura compris. Québec, pas tous les maires, parce qu'il y en a qui sont bons, dit-il. Ça repose sur une étude, d'ailleurs, qui a été publiée la semaine dernière, avec des chiffres qui montrent que certains logements ont été bloqués. Tour de table. Alec, logement, autre gros débat. Oui, qui est en partie lié à la question de l'immigration, pas totalement, bien sûr, mais oui. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a effectivement, et d'ailleurs les maires le reconnaissent, des obstacles dans les villes qu'il faut être capable d'atténuer. Et vous parlerez à n'importe quel maire des grandes villes, disent on peut faire notre part, oui, un peu trop de bureaucratie, c'est un peu trop long. On est en train de corriger ça. Le maire de Laval me disait récemment en entrevue, écoutez, moi j'ai un plan, puis on va diminuer les délais. Ça, tout le monde le reconnaît, ils font leurs efforts, mais ce n'est pas la seule cause du manque de logement au Canada, loin s'en faut. Il y a énormément de raisons. Écoutez, le coût de la construction a augmenté de 40 % depuis la pandémie. Les taux d'intérêt sont dans le tapis. Ça coûte une fortune emprunter. Donc, les gens ne sont pas capables de s'acheter des nouvelles maisons. S'ils ne sont pas capables de s'acheter des maisons, ils restent en location plus longtemps.
Et donc, ça engorge le milieu locatif, le fait qu'on ne soit pas capable de se procurer de nouvelles habitations neuves. Donc, tout ça est un effet d'engrenage. Les maires ne sont pas responsables de l'inflation, ne sont pas responsables des taux d'intérêt. Donc, il y a beaucoup de raisons. Mais c'est beaucoup plus facile pour un politicien de pointer quelqu'un, de l'attaquer dans un petit message de 140 caractères et de dire, voici, ces personnes-là sont incompétentes et moi, je vais régler le problème. C'est plus complexe que ça, mais ça fait de la moins bonne politique d'être obligé de l'expliquer. OK, tour de table là-dessus, rapidement. Michel. D'abord, les villes, ni les provinces, ni le gouvernement fédéral ne construisent de logements. Il faut amener des gens de l'extérieur, des promoteurs, des gens qui vont construire. Ça ne se fait pas si facilement que ça ces temps-ci. Alec a donné toutes les raisons. La pénurie de main-d'œuvre fait aussi partie de ça. Le fait qu'il n'y a pas eu de mise en chantier ou à peu près pendant la période de COVID. Alors, mettez tout ça ensemble, c'est la tempête parfaite, là. Mais pointer du doigt les maires ou même les provinces et le gouvernement fédéral, ça ne règle rien. Ça, c'est de la petite politique. Hélène. Alec a raison, il y a des raisons du prix des matériaux, des taux d'intérêt, mais c'est vrai aussi qu'il y a des projets qui sont bloqués parfois au niveau municipal, mais parfois ils sont bloqués pour des bonnes raisons, parce que la trame d'urbanisme n'est pas respectée, parce que, par exemple, le ratio de logements sociaux n'est pas respecté. Il peut y avoir des bonnes raisons, et M. Poilievre, justement, dans son approche, ne considère pas vraiment ça. Il arrive avec une approche de dire il faut mettre des tours un peu partout, ça peut vous défigurer une ville. Ceci dit, de manière générale, ne soyons pas chauvins. Monsieur Poilievre ne s'attaque pas qu'aux maires québécois. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent incompétent, que ce soit à la Banque du Canada, à l'ONU ou dans d'autres villes du Canada. Monsieur Poilievre a la gâchette facile. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'incompétents dans bien des domaines. On en a quelques fois parlé à ce panel. Une des analyses un peu à la mode, c'est de dire... Les libéraux espèrent quoi, finalement? Que les taux d'intérêt baissent un jour, qu'il y a des logements qui se construisent d'ici la prochaine élection. Et pourquoi pas que Donald Trump remporte l'élection? Pourquoi? Parce que par effet de repoussoir, les libéraux pourraient être dans une meilleure posture. Je vous fais entendre Dominique Leblanc, François-Philippe Champagne sur M. Trump, puis à vous après. Le dernier mandat de M. Trump a été compliqué à certains égards, mais nous allons discuter avec l'ambassadrice et d'autres comment on peut renforcer nos relations à plusieurs niveaux. Les gens constatent que vous avez une équipe d'expérience. Vous avez quand même l'équipe qui a été là durant la dernière administration, donc l'idée, c'est d'être préparé à toute éventualité. L'argumentaire qui se construit sous nos yeux, Michel C., nous sommes la meilleure équipe pour faire face, ou en tout cas pour travailler avec M. Trump éventuellement. Oui, si M. Trump n'est pas, quand il sera assermenté président, s'il gagne, complètement sur les stéroïdes, en disant « moi, je vais me venger contre tous les gens qui m'ont fait de la peine au cours du premier mandat », c'est ce qu'il dit actuellement. Et tu sais, « I am your retribution », je suis votre vengeance. Il dit ça aux électeurs. Alors, on peut être certain qu'il va y avoir de la vengeance contre le Canada, ne serait-ce que pour avoir bien négocié l'ALENA. Le nouvel ALENA ressemble quand même pas trop mal au précédent. Alors, imaginez-vous que n'importe qui a un grief contre le Canada va arriver et l'administration risque de prendre ce grief-là et de l'amener dans une nouvelle renégociation, peut-être pas du traité, mais en prenant d'autres moyens. Ça sera pas drôle, là. Il va vanter, ils sont mieux placés que les autres pour... Oui, il va vanter, puis est-ce qu'ils seront mieux placés que les autres pour négocier? Peut-être le passé garant de l'avenir, peut-être pas. Michel, un mot sur DeSantis, un mot, là. Vous avez été surpris hier ou pas du tout? Surpris qu'il le fasse maintenant, oui. Surpris qu'il s'en aille, non. Écoutez, c'est terminé cette course-là, puis M. Trump va la gagner. Alors, à un moment donné, quand on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent. Très bien. Alors, Hélène, sur le facteur, appelons ça le facteur Trump en politique canadienne. Je ne suis pas certaine que les libéraux pensent qu'ils sont les mieux placés pour gérer M. Trump. Je pense que ce qu'il dit surtout, c'est qu'on connaît la bête puisqu'on s'y est frotté, donc on serait capable de la gérer. Je pense que la considération est beaucoup plus partisane. On pense, comme vous l'avez dit, qu'il y aura un effet de contamination et que l'élection éventuelle de M. Trump pourrait effrayer certains électeurs canadiens
qui serait peut-être tenté de se détourner de Pierre Poilievre, qu'on essaye de présenter comme un mini-Trump. Et donc, d'un point de vue partisan, on pense que ça pourrait être gagnant, mais je suis pas certaine qu'à Ottawa, on espère qu'il y ait un monsieur Trump, là, parce que on connaît la bête et on sait que c'est difficile de gérer avec lui quand il est au pouvoir. Oui, imprévisible. En fait, Alec, il est imprévisible, Trump. C'est ce qui est difficile quand on est en face de lui, là. Je ne connais personne de sérieux à Ottawa qui souhaite l'élection de Donald Trump, même pour des raisons partisanes. Bon, peut-être qu'il y a quelques stratèges qui en discutent autour d'une bière là, en se disant, bon, s'il est élu, on va faire du judo avec ça, on va trouver une manière d'essayer de le récupérer à notre avantage. Mais plus on se rapproche des cercles importants du pouvoir, personne ne veut Donald Trump. Ça a été un traumatisme énorme la première fois, pas seulement pour l'ALENA, pour les tarifs, pour l'imprévisibilité. On parle de l'OTAN, là maintenant il y a l'Ukraine, ajouter Israël, Gaza là-dedans. Ce serait un casse-tête que d'avoir un animal comme Donald Trump à la Maison-Blanche pour un deuxième mandat, vengeur, comme le dit si bien Michel. Alors, on ne le souhaite pas. Mais maintenant, il faut faire partie du contexte. On va vivre avec, on va essayer d'en tirer le meilleur profit. Mais moi, j'ai rencontré personne à Ottawa qui souhaitait que Donald Trump gagne en espérant que ça puisse raviver la flamme libérale. Non. Le souvenir est frais, vous dites, de cette épreuve. Parce que ça a été une épreuve. L'ALENA, ça a été une... Oui, c'est douloureux. OK. C'est tout? C'est tout. Hélène, Michel, Alec, merci beaucoup. On va suivre on va continuer à suivre les primaires. Michel me dit qu'il y a moins de suspense un peu, là. Ça va manquer de suspense d'ici la fin, oui. Je pense qu'à partir de mardi soir, de demain soir, là, ça va pas mal être fini. Oui, puis Nikki Haley pense à 2028. Je pense 2020. OK, merci. Mais c'est pas demain, c'est pas demain, ça. C'est pas demain. Hélène, Michel, Alec, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.